abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 432. Nous sommes le 4 décembre 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien, Yannick m'accompagne. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va, ça va. Bon, et donc tu m'accompagnes parce qu'on a un invité. C'est Monsieur Christian. Bonjour Christian. Et bonjour Philippe et Yannick, merci pour cette participation, cette invitation. Très heureux de faire partie de l'équipe. Écoute, avec plaisir, on va essayer de faire tous ensemble le tour de l'actu, nouvelles techno et accessibilité. Et avant de commencer, Yannick, à toi de démarrer. Et oui, on va commencer par quelques remerciements. On va remercier David, Jean-Marc et Stéphane pour leurs informations ou leurs dons. Donc si comme eux, vous avez envie de nous envoyer de l'info, vous pouvez aller sur le formulaire de contact en allant sur le site oxitude.org/contact. Et si vous voulez faire des dons, vous pouvez passer éventuellement par PayPal, donc la page paypal.me, donc me/oxitude. Et puis peut-être que vous n'avez pas encore fait tous vos achats pour Noël, donc vous avez le site oxitude.org/Amazon. Et si vous cherchez des idées cadeaux, je vous conseille de réécouter ou d'écouter notre podcast avec nos idées cadeaux 2025. On a essayé de vous apporter quelques idées avec des budgets parfois variés. Moins de 100 € et parfois un peu plus. Voilà, assez varié. C'est assez culinaire cette année. Oui, cette année, on avait faim. Enfin, ils avaient faim. Voilà. Et c'est faim et musique. C'est ça. On va dire. Il faut préparer la fin de l'année en musique. Exactement. Avec un bon appétit. Un 31 bien animé. Il faut bouger son boule pendant la bamboche pour éliminer les protéines accumulées et les calories. On va mettre les pompons. C'est ça. Bon. Bien, écoute, en allant faire un petit tour du côté des applis et du web pour attaquer l'actu, Christian, étant formateur, puisqu'on ne t'a pas trop présenté, mais tu as une très longue expérience comme formateur pour les DV sur tout. C'est pas gentil de dire très longue quand même. Écoute, pour une fois qu'il a un truc très long, il faut le dire. Donc, tu es formateur sur les technologies d'assistance pour les aveugles. Et donc, on va parler NVDA parce que tu maîtrises un peu le sujet, je crois. Et là, NVDA propose une feuille de route pour 2026, pardon. 2026, voilà, 2025 hors taxe, ça va être la TVA 2026. Donc, en effet, il y a pas mal de belles choses qui vont évoluer dans NVDA l'année prochaine. Donc, donc en priorité, ils veulent migrer donc NVDA en 64 bits, c'est en cours, ils vont le terminer. Après, ils vont sécuriser l'environnement des exécutions des extensions. Après, il est prévu également des descriptions d'images dans les extensions qui vont utiliser des descriptions d'images, de faire tout ça en local, puisque comme ça, au moins, pas de traces sur les clouds. Et ils vont également inclure Matcat intégralement. Ils vont l'intégrer donc directement. Bon, après, il va y avoir évidemment des évolutions pour les Chinois. Ils vont prendre en compte également les plages braille multilignes. Bon, alors, j'en ai pas trop vu. Vous en avez vu, ce type de plage braille ? Non, pas encore. Alors, moi, je vois... Il y a le Monarch. Oui, il y a le Monarch. Et le Monarch, ça discute pas mal dans la communauté des DV anglo-saxons sur ce produit. Apparemment... les gens qui l'ont testé sont assez enthousiastes. Je pense que c'est pas eux qui l'ont payé, c'est pour ça. Oui, parce que je crois que c'est un prix, waouh. Je crois qu'on est autour de 15 000, donc c'est du multiligne. Pour l'instant, c'est pas fait, je pense, sauf si on a vraiment les moyens pour un usage particulier. On peut imaginer ça dans des écoles, des centres de formation, des bibliothèques, des choses comme ça, mais à la maison, pour l'instant... Parce que vendre des organes, il faut être jeune.
Sinon, oui. Tu sais, quand sinon t'as une ça vaut classe, plus. par exemple, quand tu as une classe comme Christian, par exemple, qui a une classe de 24 élèves, t'imagines si tu veux acheter un monarque pour tout le monde, ça va être Ah bah, compliqué, quoi. Voilà, ouais. il faut un multi-compte. Hein. Bon, et après, donc, à moyen terme, ils ont prévu également de rajouter des fonctionnalités intéressantes pour les malvoyants pour prendre en charge une fonction de grossissement d'écran. Donc ça va être intéressant et ils vont également améliorer l'utilisation de la souris. Bon, je vois pas trop comment ils peuvent Bah, l'améliorer, mais ils bon, à mon vont, avis, il doit y avoir... ils Peut-être vont un peu comme le curseur de Jaws, peut-être? ou l'optimiser pour les malvoyants, comme dans Zoom Text. Ouais. Ouais, Parce oui, que là, peut-être, oui. moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont venir marcher sur les arpions de Zoom Text et donc de faire un genre de fusion. En plus, ils vont aussi améliorer l'OCR, donc la reconnaissance de caractères optiques. Bon. Ils vont faire une mise à jour de tout ça. Et également, il va y avoir... C'est surprenant quand même parce que ils avaient une bonne intégration avec la loupe de Windows. Ça fonctionnait plutôt bien les deux ensemble. Donc c'est marrant quand même qu'ils aillent sur le terrain de la malvoyance, puisqu'ils étaient assez complémentaires de la loupe. Ben, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des idées qu'ils ne pouvaient pas mettre en œuvre avec la loupe, tu vois. Ouais, peut-être. Parce que par exemple, la loupe, au niveau du curseur n'importe quoi, du curseur de souris, on fait pas grand-chose, quoi. Oui. Donc, peut-être qu'ils vont rajouter des fonctions pour optimiser le pointeur de la souris, pour modifier, enfin, je sais pas, des C'est petits ça. gestes de commande pour ça, quoi. Oui. Non, mais Oui. c'est intéressant de voir que c'est un produit quand même qui évolue, qui continue à évoluer. Donc. Ben, et c'est sûr que s'ils arrivent sur le terrain c'est Fusion qu'ils appellent, hein, quand c'est Zoom Text et Oui, Jaws. Oui, c'est ça, exact. Voilà, donc s'ils arrivent sur le terrain de Ou de Fusion... Supernova. Ou Supernova, oui, mais s'ils arrivent sur le terrain de fusion, c'est-à-dire pour les malvoyants qui peuvent avoir besoin de temps en temps d'un peu de lecteur d'écran, les deux complémentaires, etc. Ouais, ça peut... C'est bien que ça mette de la concurrence sur le marché. Et ils vont ajouter également la prise en charge du moteur de synthèse vocale Microsoft. Je pense qu'ils vont, à mon avis, rajouter d'autres voix, des voix naturelles. Ouais, ça serait pas mal. Bon, et donc, ben oui, c'est un joli programme pour 2026. Je pense qu'ils ont du boulot. Est-ce qu'ils ont eu des financements parce que pour recruter, parce que c'est quand même beaucoup de travail, hein, tout ça. C'est vrai que Ouais. je me pose la question justement, combien de personnes sont là-dessus? Il doit y avoir pas mal de monde et surtout les moyens qu'ils doivent avoir, quoi. Ouais, ben c'est. D'ailleurs, quand on fait les mises à jour, hein, pour rappel, ils proposent quand même, si on veut faire des dons, Ouais. s'il y en a qui ont envie aussi de soutenir le projet, c'est une possibilité. Hein. Oui, faut pas hésiter. Puis je crois qu'il y a quand même des grands comptes. À une époque, il y a IBM qui donnait du fric. Je sais pas si c'est toujours le cas. Il y avait des grands groupes qui donnaient un peu chaque année pour aider au développement. Donc un truc comme ça peut pas s'arrêter, quoi. Ah non, surtout Non, pas, faut que non, ça non. continue. Il y a tellement de possibilités, c'est Mm. avec les extensions et tout, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire, quoi. Ouais. T'as fait Et le ils tour? comptent aussi lancer un portail sur la formation. Bon, j'imagine que ça sera en anglais, Ouais. un portail de programmation qu'ils vont appeler 101. Bon. Pour moi, ça, c'est un point faible quand même, c'est que moi, j'aimerais bien passer à la certification. Et en fait, c'est pas parce que je maîtrise pas bien NVIDIA, c'est parce que je maîtrise pas bien l'anglais. Donc, c'est un peu dommage d'être un peu bloqué sur tout ça, quoi. Ben oui, je trouve que c'est parce que je vois passer de temps en temps, hein, sur X ou sur Mastodon, je sais plus où je les suis, peut-être sur les deux. De temps en temps, ils disent un tel vient de passer sa certification, etc. Et je me dis, mais moi, on connaît du monde quand même qui utilise NVDA à un niveau quand même intéressant, et pourtant personne ne la passe en France. Je crois qu'il y a Nous, on très a un peu de collègue, Français là, qui l'ont pas. Il y a très on peu a de un Français collègue qui l'ont. au CFRP là, qui est certifié. Ouais, mais Ben, moi, je l'avais passé aussi, je suis certifié, mais c'est parce Ah, qu'un pardon. ancien collègue d'Access Solutions m'avait aidé. Il avait fait la traduction. Dommage, j'avais pas eu le tiers-temps parce que j'aurais pu, mais j'avais réussi, je sais plus, à 86 ou 88% par la certification, quoi. mais il faudrait qu'il fasse une traduction du programme de certification. Je trouve que c'est un peu dommage, Ce quoi. serait pas mal, ouais, quand même. C'est un peu dommage. Bon, voilà. Est-ce Bon, que si, mais bon, c'est ça, est-ce que- le principe. est-ce que ça leur a été demandé déjà, tu vois? Mm. Voilà, et peut-être qu'il faut aussi quelqu'un pour traduire
l'examen, le machin. L'examen, le... ouais. Ouais, ça doit être du boulot, hein, d'ailleurs, de traduire la certification, quoi. Ah oui, ça doit être un sacré boulot, parce que vu tout le nombre de questions qu'il y a, waouh, c'est costaud, quoi. Mm. Bon, Yannick, on va rester sur NVDA avec on y reste. Hein, oui, une extension assez sérieuse qui semble assez costaud. Bah oui, parce que, comme l'a dit Christian, ce qui est intéressant dans NVDA, c'est aussi tous ces add-ons, donc ces extensions, ces petits logiciels qu'on vient rajouter à NVDA. Donc celle-ci, elle s'appelle Vision Assistant Pro. Et en fait, ça consiste tout simplement à rajouter à NVDA Gemini, ou Gemini, je ne sais pas comment on le dit. Gemini en anglais, oui. Gemini, voilà, donc l'intelligence artificielle de Google. Alors, c'est gratuit, moyennant quand même le fait d'avoir une API pour un compte Gemini et de pouvoir éventuellement avoir la possibilité d'interroger l'application. Alors, ce qu'elle va pouvoir faire, elle va pouvoir voir en fait sur votre écran, si vous placez le focus par exemple donc sur un bouton, il va être capable de vous dire éventuellement ce qu'est ce bouton. Ça marche sur les icônes, les images, etc. Tous ces éléments, on pourra interroger et lui demander ce que c'est. Il pourra aussi prendre l'ensemble de l'écran et décrire la disposition. Vous avez 3 icônes en haut, 2 icônes sur le bas, et celle d'en bas elle s'appelle comme ci et comme ci et comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant pour se faire une représentation mentale éventuellement de l'écran. On peut poser des questions à l'IA. Ça veut dire qu'on peut lui donner, par exemple, OK, tu vois des icônes, le bouton fermé, est-ce qu'il est plutôt à droite ou à gauche, sous quelle forme il apparaît, c'est une croix, etc., etc. Donc il sera capable d'apporter des informations complémentaires. Oui, on pourra discuter avec c'est ça, on pourra discuter puisque c'est une IA générative. Générative, merci. Elle sera capable du coup de traduire des langues étrangères. Elle intègre une dictée vocale puissante. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir éventuellement dicter des textes, des mails, etc. Elle résout les captcha. Donc ça, ce sera intéressant aussi. Ouais. Et en plus, non seulement elle les résout, mais elle écrit directement les lettres à saisir dans le champ d'édition. C'est bien la preuve que les captcha, ça sert à rien, parce que les robots sont capables de les remplir. Ouais, c'est ça. Là, on pourra dire captcha GPT, même si c'est dans la même famille. On peut lui demander d'analyser un fichier PDF et elle sera capable, du coup, d'extraire une donnée, lui dire, par exemple, dans ce fichier-là, il y a, c'est un tableau, est-ce que tu peux me dire le taux de natalité de la France en 1928, et il sera capable d'aller chercher la donnée, évidemment, si elle est dedans. Oui. Donc voilà, ça fait tout ça. J'avoue que j'ai pas eu le temps de la tester, mais je pense que je vais m'empresser de l'essayer parce que ça a l'air assez intéressant, puissant. Après, voir si ça rame pas trop sur la machine. Et alors, puis, ça s'exécute sur les serveurs de Google, donc... Voilà, il faut avoir l'idée quand même que tout ce que vous faites va aller sur Google. Voilà. C'est ça, ils vont en garder... Pour avoir animé une table ronde sur l'IA cette semaine, j'ai assisté un peu lourdement, mais je réinsiste lourdement sur le fait que ça va chez Google. C'est ça. Alors là, c'est chez Google. Oui, mais quand c'est... parfois c'est ChatGPT, d'autres fois c'est Grok, d'autres fois c'est chez Meta. Voilà, pour l'instant, des IA qui tournent en local capables de faire ça, pour l'instant, il n'y a pas. Hein. Ça demande tellement de puissance de calcul qu'il faudrait des PC équipés de très 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 grosses cartes graphiques avec énormément de RAM. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui peut exécuter ce genre de truc à la maison. Alors, ce que j'espère d'ailleurs sur cet add-on, c'est qu'ils ont prévu la migration, parce que ce serait dommage de prendre goût à un add-on et de s'apercevoir qu'il ne peut pas migrer après la mise à jour. où NVDA va être en 2026 il a l'air récent quand même, donc c'est un truc tout neuf, donc ça serait couillon que le développeur ne suive pas, tu vois. Donc en gros, il faut créer un compte sur Gemini, donc vous allez sur Google, vous tapez Google Gemini dans le moteur de recherche, vous allez tomber... Alors Gemini, Gemini, vous validez, vous créez votre compte, et là, normalement, donc vous créez un compte gratuit, avec une adresse mail Google. Hein, si vous avez Gmail, voilà, avec votre adresse Gmail, vous vous connectez tout simplement au service Gemini, puis si vous avez déjà un compte Gmail.
Et là, alors je ne sais pas où exactement, mais il va falloir trouver une clé API. Waouh, ça promet. Voilà. Et donc, une fois que vous aurez la clé API, en général, c'est comme ça que ça marche. Vous allez devoir la renseigner dans l'extension dont Yannick vient de parler. C'est comme ça que ça marche. A priori, ça marche avec un compte gratuit. Donc, bon, à suivre. Peut-être que si on a l'appli Gemini sur iPhone, on peut peut-être récupérer l'API dedans, je sais pas. Peut-être, ouais, je sais pas. Dans les paramètres, peut-être, je sais pas. En fait, il faut demander à l'application Gemini sur l'iPhone où trouver la clé API de son compte sur le site Google Gemini. Voilà. Sinon, on demande à ChatGPT comment on trouve la clé. C'est exactement ce que j'allais dire. On peut aussi à ChatGPT, on sait jamais. Hein. Bon, moi, je vais vous parler de Eloquence, ce moteur de synthèse vocale historique, connu et reconnu par beaucoup de monde et qui était disponible fut un temps sur Android, puis qui a arrêté de l'être. Et nous en avons parlé, qui va le redevenir disponible sur Android. Et donc, Code Factory, qui est aujourd'hui est propriétaire, je crois, de la synthèse, en tout cas, fait le boulot pour que ça revienne sur Android. On en a parlé, et là, il y a eu des annonces de fait. Alors, pourquoi ils ont arrêté tout ça? Parce qu'il fallait porter Eloquence en 64 bits pour que ça suive l'évolution de Android. Ils ont vu qu'il y avait de la demande, donc ils l'ont fait. Par contre, quand ça va arriver, vous ne pourrez pas réinstaller Eloquence que vous aviez à l'époque sur votre smartphone Android. Il faudra passer à la caisse sur abonnement. Alors, il justifie le fait que c'est sur abonnement pour pouvoir avoir une rentrée d'argent continue pour continuer le développement au fil du temps. Parce que, en gros, c'est ce qu'ils disent. Hein, quand on fait un achat unique, après, c'est terminé. Si j'achète une fois une application et que je m'attends que son développement continue pendant 20 ans, comment vont manger les développeurs, l'entreprise, etc. Donc, c'est en gros l'explication qu'ils donnent. Ils disent aussi que si vous aviez l'application 32 bits qui fonctionne encore sur votre vieux smartphone Android avec une vieille version d'Android, et a priori, si elle marche, tant mieux, vous n'aurez rien à débourser de plus. Ça va arriver, là c'est une annonce, on en a déjà parlé, ça se rapproche. J'ai vu passer il y a quelques semaines, j'en ai pas parlé, hein, mais il y avait pas des appels, mais ils disaient que les bêtas commençaient à s'ouvrir. Donc je pense que d'ici quelques semaines, ça devrait arriver. Et ça va faire plaisir à un certain nombre de nos auditeurs qui sont sur Android et à qui cette synthèse manque, puisque beaucoup de gens sont habitués à ce truc-là, qui est très moche, mais extrêmement précis. Donc, et rapide. C'est ça, précis, rapide. Voilà, très réactif. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour nos amis qui utilisent Android. Christian, Apple a proposé une fonctionnalité sur les AirPods qui n'est pas disponible en Europe, sauf pour la Suisse désormais. Et oui. Donc, pour les personnes qui ont depuis peu, donc Apple ont inclus sur les AirPods 2, Pro 2, je crois, et Pro 3, la fonctionnalité pour faire des tests auditifs. Là, ils ont rajouté la fonctionnalité, donc qui n'est pas, comme tu disais, disponible en France, la fonctionnalité appareil auditif. Donc, quand on aura fait des tests, donc justement auditifs via l'iPhone et qui vont révéler des problèmes légers ou moyens, donc on pourra activer cette fonctionnalité en local pour pouvoir amplifier donc tous les sons environnants. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant pour les personnes qui ont en plus des problèmes déficience visuelle et des problèmes auditifs. Donc ça pourra je sais pas, ça pourra d'ici là remplacer des prothèses auditives, ça m'étonnerait, mais c'est des fonctionnalités qui me semblent pour un usage ponctuel. Et donc là, ça arrive en Suisse pour l'instant. Ouais. Et pas dans l'Union européenne. On voit bien que là, il y a un blocage qui n'est pas géographique, mais qui est plus politique, on va dire. Hein, puisque la Suisse n'étant pas dans l'Union européenne, ça arrive en Suisse et pas encore ailleurs en Europe. Bon, on verra ce que ça donne. Mais écoute, espérons que ça arrivera très prochainement en France, parce que c'est vrai que c'est dommage, quoi. On a une partie, on peut
on peut utiliser donc le fameux test auditif. Le diagnostic, oui. Le diagnostic auditif, mais c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas utiliser ça alors que c'est disponible en Suisse, quoi. Ouais, oui, ça c'est... Après, En fait, Apple est très frileux par rapport à l'Union européenne. C'est aussi un bras de fer qu'ils ont avec la Commission européenne. Parce que dès que Apple est sous surveillance et dès qu'ils amènent une nouvelle fonctionnalité, la Commission européenne leur dit « Ouh là là, il faut ouvrir à la concurrence ». Il y a de l'acharnement quand même envers Apple. Parce que, Oui, puis Apple aussi en joue. Apple aussi... Parfois, ça l'arrange aussi. Et puis non, mais... ce que j'allais dire. C'est pas moi, c'est l'Europe. Non, mais il y a aussi, par exemple, pour que l'Europe leur lâche un peu les baskets, pour rester poli, ils peuvent aussi bloquer des fonctionnalités pour que ça exaspère les utilisateurs et que les utilisateurs européens disent à la Commission européenne « Arrêtez de nous faire chier ». Tu vois, donc ils se servent de leurs clients comme alliés pour faire pression auprès de la Commission européenne. Ouais, tout à fait. Ça fait aussi partie de leur stratégie. C'est du billard à plein de bandes et c'est nous qu'on paye et c'est nous qu'on trinque. C'est ça. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est nous qui passons à la trappe. C'est ça. Écoute. Moi, je vous parlais de AltChat. Vous savez ce que c'est, AltChat? Non. C'est un CAPTCHA. C'est un CAPTCHA qui est libre, open source, qui fonctionne en local sur les infrastructures des gens qui ont leur site web. Et pourquoi je vous parle de ce truc-là, au-delà du fait que vous n'êtes pas traqué par Google, parce que le reCAPTCHA de Google, Google met énormément de trackers et vous piste quand il utilise ces CAPTCHA. Au-delà d'utiliser l'intelligence humaine pour entraîner son intelligence artificielle en faisant reconnaître aux utilisateurs des vélos, des feux rouges et compagnie, oui, c'est comme ça. C'est surtout que, comment marche ce CAPTCHA? L'utilisateur ne fait rien. C'est-à-dire que Yannick, tu arrives avec ton navigateur, ou Christian, vous arrivez avec votre navigateur sur un formulaire, et vous dites « je valide », et vous allez voir que la validation prend un peu plus longtemps que d'habitude quand vous allez cliquer sur le bouton « valider ». Pourquoi? Parce qu'en fait, ce CAPTCHA demande à votre ordinateur de résoudre un petit algorithme cryptographique. Pour rien, c'est juste pour faire perdre du temps. Faire perdre du temps. Vous, sur votre ordinateur, ça va rien vous coûter en termes de watts et en termes de secondes. Allez, ça va vous prendre 1 à 2 secondes, même pas, en fonction du PC que vous avez ou du Mac. Ça va consommer très peu d'énergie. Mais imaginez des fermes à bottes, des fermes de robots qui essaient de pourrir des formulaires par dizaines de milliers. Là, c'est eux, c'est côté client que s'exécute ce truc-là. C'est pas sur le serveur. Donc, c'est la ferme à bottes qui va devoir faire tous ces petits calculs chaque fois qu'ils veulent valider un formulaire et pourrir le formulaire. Ça, multiplié par des milliers de fois, c'est pas rentable. Donc l'idée est bonne, je trouve. Et ça, s'il y a des agences web qui sont à l'écoute, s'il y a des gens qui font du conseil en accessibilité qui sont à l'écoute, regardez ce composant. Au-delà de nos auditeurs habituels, c'est plutôt... Voilà, c'est à vous que je m'adresse. Allez voir cet article, regardez ce qu'il en est, faites des tests, et si vous trouvez que c'est bien, évangélisez. Mettez ça sur vos sites et évangélisez. C'est open source, c'est gratuit, ça fonctionne sur toutes les infrastructures connues, ça répond à toutes les normes du web actuel, ça fonctionne sur tous les navigateurs modernes, il ne faut pas s'en passer. Je pense qu'un truc comme ça peut être un moyen de contourner les CAPTCHA inutilisables pour nous et les CAPTCHA utilisables mais qui pistent les utilisateurs parce que c'est Google derrière. Là, ça piste personne et ça marche. Donc, je pense que ça peut être une très bonne solution pour les agences web qui font du développement web, pour les entreprises qui font du développement web. Testez, mettez ça sur un site de test, voyez ce qu'il en est, et apparemment, c'est un truc qui fonctionne, quoi. Donc, allez-y et n'hésitez pas à dire en commentaire ou à nous contacter pour nous dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez déployé sur votre infrastructure, il existe même une extension pour WordPress.
si vous voulez pas mettre les mains dans le cambouis. Donc franchement, il n'y a pas de raison de pas y aller, quoi. Je sais pas, Yannick, ce que t'en penses, Christian? Ah non, ça peut être intéressant. Après, oui, bien sûr, si ça peut retarder les bots et puis que c'est simple pour l'utilisateur, c'est pas mal. Parce que l'utilisateur fait rien, c'est le bot qui doit... C'est ça, c'est le bot qui fait tout, quoi. Voilà, le bot, on lui dit, bah tiens, tu vas résoudre cette énigme cryptographique. Une fois, il va le faire, mais 500 fois, je suis pas sûr, tu vois. Mhm. Parce que si à chaque requête, il doit attendre 2 secondes, il va lâcher l'affaire. Hein. C'est toujours le problème en sécurité tu vois, plutôt enfin, comment dire. Souvent, on emmerde celui qui ne fait rien, alors que Oui. au lieu d'emmerder celui qui cause des dégâts, tu vois, c'est comme dans le harcèlement. C'est ça, Parfois, c'est l'enfant harcelé qui doit changer d'école. c'est ça. Il y a voilà, on est un peu dans ce cas-là. Il vaut mieux effectivement emmerder celui qui attaque plutôt que celui qui essaye simplement de faire sa démarche. Ben toi, ça t'emmerde aussi, mais c'est complètement indolore. Oui, c'est ça. C'est indolore parce que c'est ton navigateur qui va exécuter cette résolution de petits algorithmes cryptographiques. Ça va faire un peu de temps sur la validation du formulaire. Quand tu vas cliquer sur envoyer, bon, ben ça va, le bouton va s'estomper ou se griser. Et au lieu que ça parte tout de suite, ben ça va mettre, 1 seconde, 2 secondes. Et alors, c'est tout. Et au moins, par rapport au RGPD et compagnie, il n'y a pas de tracker Google derrière. Parce que oui, le reCAPTCHA dernière version marche très bien, on n'a rien à faire. Mais le problème, c'est qu'il y a Google qui pompe tout ce qu'il peut et qui nous balance des cookies sur nos navigateurs. Là, non. Donc, allez-y. Yannick. Oui, David. moi je vais relayer un message de David qui est en colère parce que il en a marre de devoir faire sur le site de Assistant Gare. Donc le site Assistant Gare, pour rappel, c'est un site qui permet de réserver les prestations d'accompagnement. Quand vous êtes en situation de handicap, vous avez le droit d'être accompagné en gare pour aller par exemple de l'accueil à être jusque dans le train, être éventuellement accompagné pour une correspondance, et puis à la fin, à l'arrivée, donc quelqu'un qui vous récupère dans le train et qui vous accompagne jusqu'à la sortie. Donc quand ça, il faut remplir un formulaire. Ce formulaire, David nous dit que c'est de plus en plus la galère. Alors, il se trouve qu'on ne va pas trahir un secret, hein, c'est que quand Philippe nous prépare les sujets, on les a sur un document en ligne. Et comme on sait le week-end d'avant à peu près qu'on va intervenir, donc moi j'ai évidemment lu le formulaire dans la semaine et j'ai vu ce message. Et il se trouve que j'ai croisé justement une des responsables de la mission handicap de la SNCF mardi. Et donc je lui ai remonté les problèmes de David en lui disant que notamment sur Wigo, il n'arrive pas à rentrer les références de la réservation. De la réservation et que ça passe pas dans le formulaire. Donc j'ai tout de suite signalé et il se trouve que c'est un problème qui était connu il fut un temps, qui semble-t-il avait été corrigé et qui d'après ce que décrit David, reviendrait. Donc l'avantage c'est que déjà c'est parti à la SNCF. Autre point, David remonte le fait de devoir saisir systématiquement ses coordonnées. C'est vrai que c'est lassant, je comprends. Une solution de contournement quand même, sans vouloir faire toujours la pub pour les mêmes, mais je rappelle que sur SNCF Connect, quand on achète un billet, qu'on clique sur le formulaire, au moment où vous venez d'acheter votre billet, il y a un bouton qui renvoie toutes les données sur le formulaire Assistant Gare, et il est presque rempli entièrement. Alors, pour une c'est bien pratique, hein, ça c'est vrai que... X ou Y, il manque 1 ou 2 points, et il manque la civilité que vous devez recocher, puisque chez SNCF Connect, on n'a pas le droit de la récupérer. Et il manque parfois le numéro de téléphone, parfois le mail. Alors ça, c'est une raison qu'on n'arrive pas à s'expliquer, donc on est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais par contre, certaines données sont remplies quand même. Alors effectivement, Wigo, c'est toujours un peu plus compliqué. Sur Safari, sur Mac, il y a moyen de remplir le formulaire avec ses données personnelles qui viennent de sa propre fiche contact de l'application Contact. Si vous voulez voir comment ça marche, vous allez dans les réglages de l'appli de Safari, donc commande virgule,
et vous allez voir un onglet remplissage automatique. Et donc, vous allez pouvoir travailler là-dedans, voir un peu ce que vous autorisez, ce que vous interdisez. Mais en général, il y a moyen de remplir avec Touch ID. Si vous avez un Touch ID sur votre Mac, sur votre clavier, il y a moyen de remplir automatiquement le formulaire. Donc, comme ça... Et okay. il me semble, Christian, que Google Chrome fait un peu ça aussi. Oui, je pense que tous les navigateurs font ça maintenant, j'imagine. Hein. Ouais. Moi, je parle de Safari parce que c'est celui que j'utilise, mais j'imine que même Firefox doit le faire, hein, j'imagine. Et c'est ce qu'on appelle, ces champs sont ce qu'on appelle des autocompletes. Donc, en fait, vous tapez une lettre, souvent, ça propose déjà votre adresse mail, vous avez juste à faire flèche bas et ça... tab, ça, vous passez au champ d'après, quoi. C'est ça. Et souvent, ça remplit directement. Ouais. Mais c'est vrai que ce que dit David n'est pas faux, hein, c'est que dans l'idéal, quand même, ce serait d'avoir un compte. On a quand même un identifiant unique à la SNCF. Mais il y a déjà un compte qui existe, donc on peut... Oui, on a un identifiant unique, mais je crois que Assistant Gare n'est pas basé n'est pas connecté à ce fameux compte. Et ce soir, on devait vous parler d'une autre application, et c'est pareil, elle n'est pas connectée sur ce compte-là. Donc voilà, il y a des réflexions à la SNCF, en tous les cas, autour du fait de pouvoir inclure, c'est une demande clairement des associations, et notamment de la CFPSA, de pouvoir inclure le handicap dans notre compte client, en local. En tout cas, si on le souhaite. Pour le moment, le juridique refuse, mais voilà, c'est un sujet quand même qui est présent, parce qu'on pourrait très bien. Et d'ailleurs, je leur ai cité le cas de Uber, qui vient de rajouter le fait d'avoir dans notre compte client, le fait qu'on est non-voyant et qu'on a un chien guide. Bah oui. Ils prennent, voilà, ils se... Mais bon, il faut que les juristes justifient leur... Enfin bon, voilà. Mais petite question, par contre, Assistant Gare, c'est pas géré par la SNCF? Comment ça marche? Oui, c'est géré par Gare et Connexion, donc c'est un service de la SNCF. Parce que je croyais que ça pouvait aussi gérer, si on prenait un billet dans une autre compagnie, que ça pouvait aussi faire les accompagnements, enfin, je sais pas. Je dirais oui, mais à vérifier, après, de ce que je vais... Après, c'est peut-être géré par SNCF Infrastructure, ou enfin les gares, quoi, l'entité qui gère les gares. On appelle Gare et Connexion, ouais. Ouais, c'est ça. Mais il y a clairement une demande, en tout cas des assos, de dire qu'on prenne un SNCF ou un Trenitalia, on a besoin d'accompagnement, donc vous nous emmenez dans le train, quoi. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Bon, moi je vous parlais d'Apple très vite. Apple a proposé hier soir, donc mercredi 3, la version Release Candidate, donc c'est la version si tout va bien ça sort, c'est ça que veut dire Release Candidate, des systèmes en 26.2, donc iOS, macOS, iPadOS, tvOS et toute la ribambelle des systèmes d'Apple. Donc, s'il n'y a pas de gros bugs catastrophiques détectés d'ici là, la semaine prochaine, on devrait avoir une mise à jour en 26.2. Cédric a un peu fait le tour et bon, il n'a rien vu de bien nouveau en termes d'accessibilité, de bugs corrigés. Donc, a priori, il n'y aura rien pour nous. Bon, il faudra la faire, hein, c'est tout, pour boucher les failles de sécurité, comme d'habitude, parce qu'il y en aura, et puis peut-être qu'il y aura 2-3 trucs que Cédric n'a pas vu passer, parce qu'il ne peut pas tout voir, hein, même Greg, ils ne peuvent pas tout voir. Ils font ça, c'est par leur métier. Hein, donc, voilà, ils font ça gentiment, en plus de leur boulot. Mais par passion, voilà, donc ils ne sont pas allés tester l'application machin chose d'Apple que personne n'utilise. Comment elle s'appelle cette appli-là pour organiser les rendez-vous? Je sais pas, c'est pas rendez-vous, enfin bon, peu importe. Mais voilà quoi. Donc, préparez-vous, si tout va bien, s'il n'y a pas de bug catastrophique la semaine prochaine, mise à jour des systèmes d'Apple, mais pas grand-chose pour nous, voire rien du tout, comme d'hab. Bon, bah écoute, on verra bien. Hein, si après, Apple a dit que les versions 27 des systèmes, ça serait l'équivalent de Snow Leopard de l'époque. À l'époque où Apple donnait des noms de félins à ces systèmes d'exploitation sur Mac, on avait eu Léopard et la version d'après c'était Snow Leopard. Et Snow Leopard, bon moi j'ai connu ce passage, ça a été vraiment, en tout cas pour nous, et même pour tout le monde, hein, mais pour nous aussi, une version vraiment superbe de macOS, qui s'appelait OS X à l'époque, mais c'est pareil, où ils ont vraiment amené pas forcément beaucoup de fonctionnalités, mais beaucoup de stabilité,
Et c'était un système ultra robuste, ultra rapide. L'accessibilité, en tout cas ceux qui avaient, marchaient très bien. Donc s'ils pouvaient faire ça, ça serait pas mal. Autre chose, Apple a remis ses applications Awards ce soir. Ils ont fait les annonces. Et moi, il y a un truc qui me désole un peu, c'est Be My Eyes a été récompensé. Alors, ce qui me désole, c'est pas qu'ils aient été récompensés. Ce qui me désole, c'est que c'est Be My Eyes qui a repris AppleVis, le plus grand site d'aveugles utilisateurs de produits Apple au monde. Et si on espérait que AppleVis initie une class action en justice aux États-Unis contre Apple, je pense que là, Apple vient de s'acheter sa tranquillité pour quelque temps, puisque je vois pas Be My Eyes, après avoir reçu cette récompense, rentrer dans la gueule à Apple en faisant une class action parce qu'ils se foutent de notre gueule. C'est un peu le problème. Vous avez déjà eu ce prix, non? Oui, je sais pas si... Non, c'était pas ce prix-là qu'ils avaient eu, c'était au moment de la WWDC. Et pas de version Be My Eyes sur Mac? Toujours pas, non. Toujours pas, d'accord. Non. Mais bon, peut-être ça viendra un jour. On va aller faire un petit tour dans le reste de l'actu. Christian, tu vas nous parler de Freedom Scientific et de Plage Braille. Voilà, sur les Focus Blue, la version 5, ils vont faire une mise à jour. Donc ça va être la version 5.83.13. Il va inclure une nouveauté très intéressante pour les utilisateurs, entre autres de Bluetooth, de Bluetooth et même du USB. Ils vont rajouter le protocole Braille HID, ce qui veut dire Human Interface Device. Excuse me pour mon accent English. Donc, ce système permettra au Focus Blue de prendre en charge donc ce protocole Bluetooth qui, entre autres, sera très utile pour l'iPhone, puisque à l'heure actuelle, dans l'iPhone, pour ajouter un Focus en Bluetooth, on va dans Réglages, Accessibilité, VoiceOver, Braille, alors que là, il sera reconnu comme un périphérique classique, quoi. On ira dans Réglages Bluetooth ou dans Paramétrage Bluetooth sur les téléphones Android. On le rajoutera comme un clavier classique. Et donc, il sera reconnu directement. Il n'y aura pas besoin de faire des manipulations comme on fait actuellement avec pas mal de plages Braille. D'ailleurs, il y a les plages Braille Brian qui incluent ce protocole. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Vous en connaissez d'autres plages Braille qui l'incluent? Tu sais, la petite plage là, qui était vendue très peu cher là. Bon, je n'ai pas retrouvé le terme. Pas l'orbi? Oui. Elle avait le protocole HID. Ah, elle avait le protocole, d'accord. Le Label One, enfin, bon, c'est pas une plage Braille, c'est un clavier Perkins. Là également, après en plage Braille, je sais pas s'il y en a d'autres, mais bon. Voilà, le Focus vient de se rajouter. En fait, en gros, ça remplace un driver. En gros, c'est un driver universel, quoi. C'est ça. Voilà, c'est donc, ça. Il n'y a pas besoin d'installer le driver. C'est reconnu, c'est vraiment. Si tous les deux vous montez une boîte pour développer une plage Braille, il vous suffit de développer au niveau protocole la prise en charge HID Braille et vous serez compatible avec JAWS, NVDA, VoiceOver, TalkBack et puis tout le reste. Donc, tous les lecteurs d'écran, ça. TalkBack, c'est à confirmer, mais je crois que oui. Aussi. Il me semble que l'Emotion fait HID de mémoire. Alors, Greg amène quand même un bémol, parce que ça marche aussi en USB, hein, le HID. Le HID, ouais. Alors, le problème, c'est que quand l'implémentation que Freedom en a fait que on perd l'accès à la mémoire interne de la plage Braille. Quand on est sous Windows, par exemple, on n'a plus accès. Quand on est en HID, on n'a plus accès au stockage interne de la plage Braille. Il faut donc... parce que quand on travaille, par exemple, sur un texte, c'est ça. Du mode interne, du mode externe, moi je fais beaucoup. C'est quand même très compliqué, ça. Et donc, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait basculer, aller dans la connexion, repartir sur Serial, USB, et après repasser sur HID. Enfin, c'est un peu couillon, parce que je crois qu'il n'y a pas besoin de faire ça avec la Humanware. Non. Du moment que tu es connecté en HID, tu appuies juste sur ton bouton central et hop, tu rebascules. Non, je veux dire,
pas pour accéder à la mémoire interne. Hein. Non, c'est quand tu branches ta plage braille sur ton PC, tu vois pas le disque. Ah, d'accord. Normalement, tu la vois comme un disque externe sur ton PC. C'est ça, ouais. Oui, Là, bien sûr. tu peux oui. pas. Ok. Là, tu peux pas. Là, ça marche pas. Si tu veux la voir comme un disque externe, oui. il faut C'est encore rebasculer plus embêtant, en USB serial ou un truc comme ça. C'est quand même très embêtant parce que quand tu veux récupérer tes fichiers. Alors, c'est bien ce que je disais, sur Humanware, ça passe. Ça, tu peux. Ça passe, oui, tu le vois vraiment comme une clé USB. comme un volume, Voilà. un stockage de masse, d'accord. Bon, Tout à fait. c'est un premier jet. Espérons que Freedom continue là-dedans et finisse le travail, quoi. À suivre. C'est déjà une bonne évolution, voilà. Ouais. Yannick, on va parler de Samsung, d'électroménager et d'accessibilité. Alors Samsung vient d'annoncer en fait toute une gamme de produits. Alors l'article est un peu fouillis et pas facile à suivre. Ils annoncent quand même donc ils ont notamment une appli qui s'appelle SmartThings, non? SmartThings. Callback qui permet de vocaliser plusieurs appareils. Donc, on pourra modifier la voix, on peut l'accélérer, la ralentir, etc. Activer un guide vocal. Et du coup, ça, sur certains appareils, maintenant, ça va bien marcher. On pourra défiler dans des menus, on pourra choisir un item, etc. Donc ça marche plutôt bien. On peut, pour les malvoyants, on pourra aussi changer les couleurs, notamment faire de l'inversion, de mettre du fond, une écriture jaune sur fond noir, etc. Agrandir les polices, donc ça améliorera la lisibilité. Ils prennent l'exemple aussi pour les touches de machine à laver, on pourra commander des étiquettes en braille. Donc, ce ne seront pas fournies évidemment d'office, mais on pourra les commander sur demande. Et de toute façon, il y aura des points en relief qui seront mis sur les boutons, notamment les boutons tournants, etc., pour être plus facilement identifiable. Ouais. Ils parlent après aussi de leur frigo. Dans le frigo, alors moi j'ai trouvé un truc assez intéressant. Ils parlent pour les gens qui ont des troubles cognitifs, mais ça peut être très intéressant, c'est qu'en fait il y aura la possibilité d'avoir les dates de péremption des produits qui sont dans le frigo, y compris de la porte. Donc il verra même, il y a une caméra qui sera capable de voir le... Oui, en fait, alors ça par contre, attention, c'est frigos très haut de gamme, de la gamme de chez Samsung, qui contiennent des caméras et qui sont capables d'analyser un peu ce qu'il y a écrit sur les produits et d'afficher justement les dates de péremption. Et il y a un écran sur la porte. Alors, ils ont... Le truc, c'est qu'il y a quelques mois de ça, Samsung a eu la très bonne idée d'afficher de la pub chez les gens sur les portes des frigos. Si, rigolez pas. Bon, là, ils ont donné la possibilité de les désactiver parce que ça gueulait quand même. Mais les mecs, dès qu'il y a un écran, ils en balancent. Hein. Ils peuvent pas s'empêcher. Vas-y. Non. Donc, dans le four aussi, ils ont mis des choses. Il y a une caméra aussi dans certains fours qui permettra de choisir éventuellement les modes de cuisson. Et qui peut aussi se souvenir de ce que vous utilisez régulièrement. Si vous utilisez toujours le grill, ok, il n'y a pas de souci, je te propose le grill plus rapidement. Ils ont présenté aussi des plaques de cuisson avec la possibilité de reconnaître immédiatement la taille de la casserole et il va détecter le plat, s'il est présent, pas présent, etc. Donc il va l'arrêter automatiquement si vous l'oubliez, par exemple. Si vous oubliez d'éteindre, vous êtes parti manger avec vos invités, vous oubliez d'éteindre votre plaque, il l'arrêtera automatiquement. Donc il y a des choses qui arrivent. Ouais, alors... oui, c'est du haut de gamme. Hein. Oui, comme souvent, quand ce genre de techno arrive, c'est sur le haut de gamme, on l'a vu avec Home Connect. Hein. Donc, ça va piquer un peu, mais bon, ça arrive gentiment. Si Samsung, c'est des marques grand public, c'est pas des modèles... C'est des marques qui sont assez faciles à trouver quand même. Donc déjà, il y a le site Samsung sur lequel on peut commander, mais... c'est aussi des produits qu'on peut retrouver assez facilement dans la grande distribution. Alors après, peut-être que... on veut aller en toucher près de chez soi. Si c'est pas référencé chez Darty, tu l'auras pas. Par contre, ce qui peut être fait, et ça, c'est vrai que Fabrice, lui, c'est ce qu'il fait. Hein, il a trouvé un vendeur d'électroménager, mais à l'ancienne. Oui. C'est-à-dire, c'est un indépendant. Et c'est les mêmes prix.
que chez les autres, en fait. C'est pas Oui, plus bien cher. sûr. C'est parfait. C'est pas s'il plus fait cher. un peu en plus, ouais. Et lui, pour pouvoir rivaliser avec Darty, Conforama, Boulanger et les autres, lui, il va amener du service. Oui, bah oui. Donc, Bah si, oui, vous, c'est ça. si vous allez voir un marchand d'électroménager indépendant comme ça, de centre-ville ou je sais pas trop quoi, et que vous venez avec telle référence Samsung que vous n'arrivez pas à trouver chez Darty, Boulanger ou les autres, lui, il va se casser le cul, comme on dit, pour son client, et puis il va essayer de vous le trouver, de le commander, etc. Donc, ça peut valoir le coup de chercher des indépendants. Le service est là, en tout cas. Et c'est pas plus cher, en plus. C'est clair. Donc, pour pouvoir retrouver cet article avec les références, vous allez sur oxitude.org. Il y a un champ de recherche, vous tapez 432. C'est ça, hein, c'est 432 Oui, ce c'est soir. ça, oui. c'est 432. Vous validez, vous allez voir une page de résultats de recherche. Vous allez tomber sur Hebdoxitude 432, vous validez le lien, vous allez tomber sur la page du podcast de ce soir avec tous les liens de tout ce dont on a parlé ce soir, et en particulier l'article dont vient parler Yannick, avec les références et plus de détails sur ces produits, donc n'hésitez pas. Et moi, je vais vous parler d'un témoignage de David, toujours le même. Toujours le même. Il a vu une vidéo sur la chaîne de Cédric, chaîne YouTube de Cédric. Et tu connais bien, je pense, Christian. Oui, Tout à fait. voilà. Et donc, j'ai oublié son nom de famille, Cédric, Christian. Cauchemar. Et donc, David a vu une vidéo d'un aspirateur robot. Et donc, il a acheté. Et bien, il en est assez content en termes de résultats du travail. Alors, il explique qu'il y a des boutons qui sont en relief, enfin qu'on sent bien, des boutons physiques. Il explique qu'il y a un bouton tactile en forme de Y, mais on le sent, donc ça va. Donc il parle, il y a un assistant, on peut lui dire va nettoyer telle pièce. Mais avant ça, avant de lui dire va nettoyer telle pièce, il faut faire une première configuration pour que le robot fasse sa cartographie. Et à travers l'application, parce que oui, il y a une application, eh bien là, il faudra se faire aider par une personne voyante pour identifier et nommer les différentes pièces. C'est-à-dire que le robot, lui, va faire sa cartographie, il va la présenter sous forme graphique dans l'application. Et là, vous allez avoir quelqu'un qui va... Ah ben tiens, là, c'est ta cuisine. Ah ben là, tiens, là, c'est ton... Alors, il nomme cuisine, là, c'est ton salon, il nomme le salon, etc. Puis après, vous pourrez lui dire... va laver la cuisine parce que vous avez mangé, vous avez préparé, machin. Et donc, voilà. Il en est content. Donc il y a 2 modèles qui sont sortis depuis que lui a acheté le sien. Lui, c'est la version 8. Il y a la version 9 et la version 11 qui sont sortis. Il ne sait pas s'ils sont accessibles, mais a priori, je ne vois pas pourquoi il ne saurait pas, puisque c'est la même gamme, c'est la même série. Pardon, c'est pas la même gamme, mais c'est la même... Voilà, c'est la même appli, mais c'est la même marque et c'est la même série. C'est juste... tu as du X8, X9 et X11, tu vois, donc... Tant qu'on est dans le X. Voilà. C'est bon. Donc, écoutez, si vous cherchez un robot aspirateur, c'est lui approuvé par Cédric et par David. Donc, n'hésitez pas, on vous a mis les liens en description si vous êtes intéressé par ce genre de produit. Et si de temps en temps, vous aussi, vous voulez témoigner d'un produit grand public ou autre, n'hésitez pas, vous nous contactez par le formulaire de contact sur le site. Et puis on en discute par mail, et puis on fait une petite présentation comme ça. Dans un hebdo, c'est toujours bien. Vous en avez au passage, un gros travail quand même de Cédric, qui fait des vidéos assez complètes sur... Apparemment, il adore les aspirateurs. Hein. C'est ce que j'allais dire, il est assez passionné par les aspirateurs. D'après ce que j'ai compris. Ouais. Les aspirateurs aussi, il y a un cuiseur, un autocuiseur. Ouais, il fait... voilà, donc... N'hésitez pas. Il fait l'aspirateur et la cuisine. Voilà. Sur la page du podcast, hein, comme dit tout à l'heure, vous avez le lien vers la vidéo sur la chaîne YouTube de... Et puis éventuellement, inscrivez-vous à sa chaîne, parce qu'il publie assez régulièrement des vidéos. Donc, N'hésitez pas. Foire aux questions cette semaine. Nous avons une question de Antonio. Bonjour à toute l'équipe d'Oxitude, je suis Antonio. Je m'adresse à ceux qui possèdent une télécommande Apple TV. Je souhaiterais savoir comment accéder au rotor dans VoiceOver. Je souhaiterais pouvoir accéder à la fermeture de toutes mes applications.
Je vous remercie et bravo pour ce que vous faites. Merci Antonio pour la question. Vous avez une Apple TV ou pas? Non. Non. Non, bon, mais je vais essayer de répondre alors, parce que j'en ai une. Alors, pour pouvoir dégager des applications ouvertes depuis... comment on appelle ça? C'est pas le centre d'application. Comment ça s'appelle cette zone là quand... Gestionnaire d'application. Voilà, merci, gestionnaire d'application. Sélecteur d'application. Voilà, ouais, merci, c'est ça, Christian. Depuis le sélecteur d'application, en fait, il faut appuyer 2 fois sur le bouton qui est au-dessus des touches de volume de la télécommande Apple. Donc, c'est le bouton en haut à droite. Au niveau de la zone des boutons, on appuie 2 fois et là, ça ouvre le sélecteur d'application. Et ensuite, alors il faut savoir que sur l'Apple TV, avec VoiceOver, il y a 2 façons de naviguer. En mode navigation ou en mode exploration. Et pour passer d'un mode à l'autre, il faut faire un triple tap à 2 doigts sur la zone tactile. On l'entend quand on est en mode navigation et qu'on fait des balayages, on n'entend rien. Et quand on est en mode exploration, ça fait des ploc-ploc. Ou le contraire, je ne sais plus. Une fois qu'on est dans le sélecteur d'application, on se place sur l'application que l'on souhaite fermer. Et là, eh bien, on a accès au rotor avec ces 2 doigts, comme sur l'iPhone, sur l'iPad et les autres. Et là, on a Action. Et dans Action, en mode de navigation, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans le rotor. Il y a un bug. Et en mode exploration, oui, on voit ce qu'il y a dedans. On peut activer ou fermer. Mais quand on double tape sur fermer, ça ne marche pas. Enfin, quand on active fermer, ça ne marche pas. C'est pratique. Là aussi, il y a un bug. Donc, à moins que quelqu'un ait la solution, moi j'ai la dernière version de tvOS, la 26.1, et j'ai ce bug. Donc, voilà. Si quelqu'un a la solution, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Merci Tim Cook, vraiment merci beaucoup Monsieur Tim Cook de motiver vos équipes pour qu'elles n'introduisent pas de bugs d'accessibilité et surtout qu'elles vérifient avant les mises à jour qu'il n'y en ait pas. Hein, et si elles en trouvent, qu'elles les corrigent parce que ça sera embêtant. Enfin, ça vous motive pour acheter une Apple TV, je pense, là les deux. Hein tu nous l'as bien vendu. Ah là, très bien. Non, alors, franchement, moi je vais jamais fermer les applis ouvertes dans l'Apple TV parce que bon... Mais à part ça, c'est bien. Hein. À part ça, c'est vachement bien l'Apple TV. Hein. Donc, en plus, si vous avez quelqu'un qui voit à la maison et que vous êtes un peu dans l'écosystème maison, connecté, vous avez des caméras connectées à votre application maison, vous pouvez directement voir les caméras en plein écran sur l'Apple TV, les sonnettes connectées, ce genre de trucs. Donc, pour les gens qui voient dans la maison, c'est pas mal aussi. C'est un petit plus... C'est pas mal. Si comme Antonio, vous avez envie de nous poser une question, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Vous trouvez un endroit assez calme, vous nous faites un petit enregistrement de 1 minute, 1 minute 30, et vous l'envoyez à faq@oxitude.org. Et puis, on essaiera de répondre. Si on peut répondre, tant mieux. Si on peut pas, il y a de toute façon les commentaires, la communauté. On est là pour s'aider les uns les autres. Pour s'entraider. Si on peut. Et si on peut pas, tant pis. Hein. Bon, quoi de beau prévu ce week-end? Tiens, Christian, à toi l'honneur. Oh, écoute, tranquille, là, je vais chez des amis en Bourgogne demain soir, et voilà, quoi, week-end tranquille chez eux. Et en Bourgogne, il y a des trucs vachement bien, mais vachement chers là-bas. Ah oui? Voilà, écoute... Tu sais les trucs qu'on ramasse en septembre et qu'on vinifie pendant 24 mois dans des pièces de 220... écoute, je vous dirai à la fin du week-end si je suis devin ou non. Non, mais profite bien. En tout cas, il y a de belles choses en Bourgogne, aussi bien à boire qu'à manger. En plus, le village se trouve à côté de mon bar, si je puis dire, donc ça va. Bon, voilà. Bon. Et toi, Yannick, tu vas compenser, tu vas faire du sport pour... Non, en ce moment, c'est un peu calme niveau sport. Manque de guide. Ça, c'est toujours un peu le problème quand on est dans des petites villes. C'est plus difficile, je trouve, d'avoir un vivier actif. Mais voilà, un peu de repos parce qu'on sort d'un tunnel quand même un peu intense au niveau boulot. Donc, écoute, voilà, les pieds en éventail. C'est ça. Et toi? Écoute, nous, ça va être pareil. Les pieds en éventail.
On va peut-être aller faire du pouce-caddie pour les cadeaux de Noël, pour la famille. On va voir ça. Ah oui, ça va vite arriver. Hein. Ouais, ça va. C'est vite là, hein, là. C'est dans 3 semaines, même pas. Hein, si. 3 semaines, Et oui. dans 20 jours, exactement, le réveillon. Le réveillon, c'est dans 20 jours, c'est ça. Donc, oui, ça va aller vite. Oui, c'est vrai. Et puis, encore, tu vois, Philippe, encore du vin. Hein. Pardon? Je dis encore du vin. Encore du vin jours. Ouais, oui, du vin, 20 jours. Oui. Non, mais en fait, on a eu sauf ce week-end, n'est-ce pas? On n'a pas bu beaucoup, on a bu bon. Voilà. Eh ben, écoute, c'est le principe. Non, on plaisante beaucoup là-dessus, mais... C'est doucement. Ouais, peu, mais bon, voilà. Exactement. On n'a plus l'âge. C'est comme ça qu'on en profite. On n'a plus l'âge. C'est comme ça qu'on en profite le mieux, d'ailleurs. Exactement. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci de nous avoir accompagnés. Christian, content de ta présence. Et moi puis, également. Chers amis auditeurs, portez-vous bien, reposez-vous, faites la fête, mangez des légumes, buvez de l'eau, et puis à bientôt. Salut. Salut. Salut.